Bonjour, je suis en direct de Serge Panton, directeur du groupe de recherche climatique à Météo France et un contributeur également au GIEC. Donc bonjour Serge Panton. Bonjour. Première question, pourquoi cet objectif des 2 degrés et c'est pour quelle échéance? Alors 2 degrés, c'est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi 2 degrés, ça paraît finalement un écart de température qui est extrêmement faible, mais en réalité 2 degrés c'est déjà significatif à l'échelle de la variabilité naturelle des climats. On sait par exemple qu'à cause de la variation de la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, la température a varié d'à peu près 5 degrés entre les périodes qu'on appelle les périodes glaciaires, périodes très froides, et les périodes interglaciaires, comme la période dans laquelle on se situe actuellement, qui est une période interglaciaire. Et l'écart de température de l'ordre de 5 degrés, en fait, plus précisément, si on veut préciser la fourchette de variation, c'est entre 4 et 7 degrés. Et donc, cette variation de température, c'est ce que l'on pourrait avoir dans le futur si on restait sur un scénario tel que le scénario finalement qui a déjà commencé, de fortes émissions de gaz à effet de serre, qui nous amènerait à un réchauffement de 5 degrés à la fin du XXIe siècle par rapport à la période pré-industrielle. Et donc 5 degrés en 250 ans, alors que la variation de température entre une période glaciaire et interglaciaire, par exemple la dernière il y a 20 000 ans et l'entrée dans la période interglaciaire il y a 10 000 ans, ça s'est donc opéré en 10 000 ans. En 10 000 ans, 5 degrés, et là en 250 ans, 5 degrés, mais aussi, enfin 4 degrés pour être plus juste, et ces 4 degrés liés bien entendu aux émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. D'accord. Comment peut-on arriver à cette projection de 2 degrés? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Comment on peut calculer? Par quels moyens on peut calculer ces écarts de température? Oui, alors évidemment, les scientifiques ont d'abord dû faire le constat que le climat avait varié. Donc pour ça, on a dû utiliser des archives naturelles, parce que pour remonter sur des périodes de temps très très longues, donc les dernières glaciations en particulier, il faut disposer par exemple de données qui proviennent de carottage glaciaire, avec des données qui, par analyse d'isotopes, enfin donc des analyses de l'hydrogène qui est contenu dans l'eau que l'on trouve dans les carottes glaciaires. Ces analyses-là permettent de remonter à des données de température. L'analyse des petites bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace permettent de remonter à la composition de l'atmosphère, en particulier donc aux concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de ces mêmes époques. Donc il faut disposer de ces archives déjà pour faire le constat de la variabilité, et ensuite pour interpréter ces données, on a besoin de disposer de modèles, de simulations numériques qui sont en quelque sorte des synthèses de tout ce que l'on sait du fonctionnement de ce système climatique, un système complexe qui fait intervenir l'atmosphère, qui fait intervenir les océans, qui fait intervenir les glaces, la végétation sur les continents. Donc il faut décrire tout cet ensemble dans des modèles mathématiques, et des modèles mathématiques sont tellement complexes qu'on ne peut pas résoudre finalement ces résultats, les équations que l'on obtient avec simplement un crayon et un papier. Il faut disposer d'ordinateurs suffisamment puissants, et donc c'est le travail que réalisent les scientifiques, et c'est ce travail-là qui a permis d'interpréter le réchauffement climatique récent et pour finalement arriver à la conclusion qu'il y avait eu un réchauffement de 1 degré, et que ce réchauffement de 1 degré, au cours des 50 dernières années, on sait que le réchauffement est lié essentiellement aux activités humaines. Et ensuite, on se projette dans l'avenir avec ces mêmes modèles qui permettent de faire des simulations, mais cette fois pour le futur. Il est vraiment important pour vous de transmettre cette culture du développement durable et du changement climatique à travers les différentes générations. C'est pour ça que cette initiative a été mise en place, pour mettre en place un certain dialogue entre les différentes générations, entre scientifiques et élèves. Que pensez-vous dans ce cas-là? Est-ce que vous pensez que cette vague, on peut appeler vague verte, va perdurer dans l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'en 2050, toutes les mesures seront prises pour que ce changement climatique puisse être pris en compte dans la société? Donc on pourrait peut-être appeler cela plutôt une prise de conscience, parce que évidemment on ne cherche pas à avoir, évidemment au travers de ce train, une quelconque connotation. Ce n'est pas un engagement de quelqu'un, même finalement politique ou même associatif, qu'on a essayé de réaliser au travers de cette opération. C'est vraiment essayer de faire connaître
les connaissances sur le sujet, les connaissances scientifiques, et puis même dans la démarche, comme il y a un échange aussi avec le public, c'est aussi prendre aussi les questions aussi qui se posent dans la société, parce que nos recherches ont un impact sociétal qui est fort. C'est aussi important de savoir comment notre travail est finalement perçu au sein du public, et ça nous apprend finalement à nous à communiquer directement aussi, à avoir cette médiation avec un public auquel on n'est pas habitué, qui n'est pas celui des conférences que l'on donne, qui s'adresse souvent à un public déjà relativement averti sur ce type de sujet. Une dernière question, est-ce que vous participerez à la COP21 et si oui, interviendrez-vous auprès des différents centres de décision? Alors en fait, ce qui est prévu, alors vous savez que c'est un événement de très grande ampleur, on attend 40 000 personnes, donc en fait il va y avoir une multiplicité d'événements de différentes natures. Alors bon, je vais participer à 2 d'entre eux. Ce seront des événements parallèles, ce ne sera pas dans l'espace des négociations qui est réservé aux politiques, mais d'ailleurs c'est tout à fait naturel. Le rôle du scientifique n'est pas d'intervenir dans le champ du politique. Et on est là pour apporter des éléments de réflexion, des outils de réflexion pour les décideurs et pour le public aussi, qui doit effectivement avoir une attitude vis-à-vis de ce problème. Et ça concerne effectivement tout le monde, tous les échelons de décision, de l'individu jusqu'au collectif, et puis de l'échelle locale jusqu'à l'échelle internationale, en passant par les collectivités locales et territoriales. Donc c'est tout un ensemble effectivement de chaînes de décision, mais le scientifique s'arrête au constat, il s'arrête à l'analyse des solutions possibles. Donc en tant que scientifique, si on participe à ce type d'événements comme la COP, c'est forcément dans des événements parallèles où on va justement expliquer la réalité peut-être du changement climatique, mais sous un autre angle, avec des partenaires. Donc dans mon cas, ce sera par exemple le changement climatique dans les villes, avec des collègues qui sont climatologues, mais aussi avec des ingénieurs ou des chercheurs de la Caisse des dépôts et consignations, qu'on appelle la CDC Climat, qui anime un club qui s'appelle Ville et Changement Climatique. Et puis ce sera aussi des ingénieurs, des associations d'ingénieurs qui m'ont invité parce que j'avais été déjà dans une opération équivalente à Montpellier, et qui vont organiser une réunion au niveau international avec les différentes associations d'ingénieurs, avec un événement auquel je participerai. Voilà, c'est plutôt des petits événements qui n'auront vraisemblablement que l'écho auprès du public qui sera présent ce jour-là, mais c'est aussi important d'essayer de toucher tous les publics là aussi, mais dans ce cas-là, dans un cadre un peu plus ciblé. Merci Serge Planton de nous avoir accordé ces quelques minutes, et pour nous on se retrouve à très bientôt.